Ça va-t-il? Tu connais les micro-attaques? Évidemment, j'en parle souvent. Je fais un rappel pour ceux qui nous rejoignent. Une micro-attaque, c'est une optimisation de ton système de jeu. Le but, c'est d'attaquer des zones de faiblesse identifiées par rapport au principe du jeu. Ça te paraît compliqué? Ne bouge pas, je vais tout expliquer. Mais avant, il faut que tu saches que réfléchir tout seul dans son coin, c'est compliqué. Alors accroche-toi parce que en fin de vidéo, il y a un analyste d'un club pro qui va venir nous instruire. Alors reste connecté. Vous êtes encore nombreux à regarder la chaîne sans être abonné. C'est pas bien. Allez, like, abonne-toi, assieds-toi et laisse-toi embarquer dans le monde de l'Ovalie. Les micro-attaques, certains les appellent combinaison ou relance de jeu. Au rugby, ce qui est bien ou pas, c'est que chacun a son vocabulaire. Il n'y a pas de dictionnaire du rugby. Bref, tous les entraîneurs ont un playbook. C'est quoi un playbook ? Un playbook, c'est un cahier dans lequel tu as plein de combinaisons, lancements de jeu et micro-attaques. À chaque match, en fonction des failles que tu as observées chez l'adversaire, tu vas piocher dedans pour prendre ce qui va te sembler pertinent pour gagner le match. Prenons cet exemple de l'essai de l'Irlande contre la France. C'est magnifique, tout est parfaitement réglé. Et ce n'est pas sur un lancement de jeu. Alors on va revenir sur l'historique de cette micro-attaque, car oui, les micro-attaques ont aussi des historiques. Le rugby évolue très rapidement. On est en 2019 en quart de finale de la Coupe du Monde avec les All Blacks contre l'Irlande. Regarde ce lancement de jeu en touche. Il y a une prise du centre du terrain et check ça sur le retour. Ça te rappelle quelque chose? On se retrouve avec une structure d'attaque similaire. Eh bien, c'était il y a 4 ans. Je pense qu'ils se sont rendus compte sur touche que ce n'était pas le plus efficace. Il y a trop d'aléas. La qualité de la touche, de la passe, le rapport de force au centre du terrain et la vitesse de circulation des joueurs pour que la zone de lecture soit claire. Bref, beaucoup d'incertitudes pour la rendre efficace. Mais tu sens qu'il y a un truc à faire quand même avec ça. J'ai un peu perdu l'équipe d'Irlande après la Coupe du Monde 2019, mais j'ai retrouvé cette structure d'attaque sur l'Australie en 2021. Normal, il n'y a pas beaucoup de nouveautés dans le monde du rugby. Tout le monde se guette, s'observe, s'épie et se copie. Bien sûr, tu peux et tu cherches à innover, mais tu vas être vite cramé et tu seras lu très rapidement. Revenons à nos moutons et à cette micro-attaque. Pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle est ultra efficace, il y a 2 points indispensables à maîtriser. Le premier, c'est les structures défensives sur ruck. La base d'une structure défensive sur ruck est la suivante. On a un premier leader qui verrouille le 9 pour éviter de partir au ras du ruck. On a un second leader qui va défendre en zone. Si le 9 décide de porter le ballon, il est là pour le bloquer, car le premier leader aura du mal à l'attraper parce que les 9 ça va très vite. Et si le 10 adverse décide de remettre à l'intérieur, il est là pour verrouiller. Et on a un troisième leader qui défend sur le 10 ou le premier attaquant. Le deuxième principe de jeu qu'il faut maîtriser est le suivant. Sur une contre-attaque, si tu décides de prendre le centre du terrain, sur le temps de jeu suivant, tu cherches à attaquer la zone des 15 mètres. Je suis sûr que tu as suivi et tu sais déjà pourquoi je te dis ça. En défense, tu vas avoir consommé au moins 1 à 2 joueurs dans la phase de plaquage. L'attaque menace les deux côtés du terrain. Tu vas donc avoir une structure de 3 joueurs d'un côté et de 3 joueurs de l'autre. Tu as bien compté, on est déjà à 8 joueurs bloqués sur une zone de 15 à 17 mètres. Tu as envie que l'adversaire trouve une touche dans tes 22 ? Non. Alors on met 2 joueurs pour assurer la couverture. On se retrouve à 10 défenseurs bloqués. Il reste 5 à 6 joueurs pour défendre une zone de 20 mètres d'un côté et une zone de 20 mètres de l'autre côté. Aller chercher le couloir des 15 mètres après une contre-attaque et la prise du centre du terrain, on peut dire que c'est un principe de jeu offensif. Je suis sûr que tu as bien suivi et tu sais ce que je vais te dire. Si l'attaque elle a des principes de jeu comme ça, la défense aussi. Et évidemment, en défense, on va chercher à gagner du temps et de l'espace pour pouvoir aller défendre dans ces couloirs. Déjà, on doit s'organiser rapidement. Alors par moment, on oublie de mettre un deuxième défenseur. Et ensuite, s'il y a un décalage, on doit glisser pour rattraper le retard. Ça veut dire que la défense ne peut pas rusher et que le porteur du ballon a du temps pour faire son choix. Si la défense a eu le temps de s'organiser ou qu'elle défend bien à l'intérieur, le 9 redouble et on essaye d'aller chercher ce couloir des 15 mètres car c'est un principe de contre-attaque. Si la porte elle est fermée, le 9 redouble pour aller chercher les espaces plus loin. Soit la porte elle est ouverte et on peut remettre à l'intérieur. Tu t'en doutes, une micro-attaque ça s'arrête pas là. Les mecs sont archi doués dans le rugby professionnel pour inventer des trucs. Et bah de l'autre côté du ruck, tu vas mettre si possible un premier attaquant 3/4. Lui, il va se proposer avec beaucoup de vitesse pour arrêter les leaders du côté opposé à ta micro-attaque. Évidemment, si tu as 2-3 mecs dans le ruck qui peuvent ralentir les leaders côté opposé, tu le fais. Et ce mec-là, il va avoir ce qu'on appelle une course d'anticipation. C'est-à-dire qu'il va courir devant le ballon de manière à anticiper le fait qu'il y aura un franchissement. Il anticipe ce franchissement à venir et se retrouve à l'intérieur du porteur de balle. Donc sur ta micro-attaque, s'il y a une remise intérieure, c'est que la porte est ouverte et le porteur de balle, il a 2 options, à droite et à gauche. Caviar, non ?
Pour aller un petit peu plus loin, les Australiens, ils l'utilisent essentiellement sur les renvois d'un but et sur les renvois au 22, mais on s'aperçoit même qu'ils ont commencé à essayer de la tester sur les coups d'envoi. Donc sur un coup d'envoi, généralement l'équipe qui a mis le coup d'envoi laisse 3 joueurs en 3e rideau, et les Australiens, du coup, ils utilisent cette technique sur les coups d'envoi pour déplacer le ballon dans les 15 mètres opposés. Et là où ça devient très intéressant, c'est que les Australiens, ils ont poussé le vice un petit peu plus loin. On va le voir sur celle où ils marquent un essai contre les Box. C'est leur numéro 7 qui est dans le ruck, qui ralentit évidemment le leader défensif, mais c'est lui qui va avoir la course d'anticipation pour être le premier soutien. Et là-dessus, les Australiens sont très forts, ils ont tendance à beaucoup innover par rapport aux équipes du Nord. C'est pour ça que celle-là, je l'avais plus vue sur l'équipe d'Australie que sur l'équipe d'Irlande. Comme je le dis souvent, c'est très difficile de réfléchir tout seul dans son bureau sur ce qui se passe dans le monde du rugby professionnel. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une personne du monde professionnel qui a répondu présent. Et c'est pour moi l'heure de passer le relais à Serge Fourquet, qui est analyste vidéo à l'UBB depuis 15 ans. Bonjour, je m'appelle Serge Fourquet. Je suis analyste rugby à Lyon Bordeaux-Bègles depuis la création de ce club en 2006. Je remercie Charles de me donner l'opportunité de me présenter à vous. Pour revenir sur les 2 points évoqués par Charles de façon très pertinente, bien sûr que ce sont des priorités dans les systèmes d'attaque aujourd'hui des équipes de rugby. Sur le premier exemple de l'essai marqué par les Irlandais, donc c'est l'utilisation de ce qu'on appelle des zones de fracture et toutes les zones qui vont se trouver en bordure de ruck. Bien sûr que ce sont des zones qui sont visées par les équipes et des systèmes sont mis en place pour justement ouvrir ces zones, comme Charles peut le détailler auparavant, sur soit des soutiens, soit des courses pour couper la redistribution défensive de ces équipes. Et sur le deuxième point qui est l'utilisation des couloirs de 15 mètres, ce que certains techniciens appellent des fausses zones libres, puisque beaucoup d'équipes laissent ces zones libres et ensuite poussent défensivement pour justement amener les attaquants en touche. En tous les cas, ce sont des zones qui sont encore une fois très ciblées aujourd'hui par les systèmes, soit pour franchir, soit surtout pour se mettre dans l'avancée, pour justement essayer sur le retour d'utiliser des zones plus libres. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère à bientôt. Un gros big up à Serge pour son intervention. Il faut que tu saches que l'analyse vidéo, c'est indispensable quand tu entraînes au rugby. Et c'est vraiment pas évident pour les entraîneurs de maîtriser ce point-là. Moi qui suis entraîneur, j'ai passé beaucoup de temps à maîtriser ces aspects-là d'analyse vidéo, sur quels points sont importants quand tu entraînes, comment tu les fais ressortir et quels seront les paramètres que tu vas choisir. Serge, il a une particularité, c'est que c'est un analyste vidéo pro qui en plus propose des formations d'analyste vidéo pour les entraîneurs amateurs ou semi-professionnels. Il y aura bientôt une présentation là-dessus, mais si tu es déjà intéressé, je te mets le lien dans la description, tu vas pouvoir contacter Serge pour les prochaines dates de formation. Sache que les formations, elles sont prises en charge par les OPCA. Donc, si tu es salarié d'un club ou que tu es salarié dans une entreprise et que tu as le droit à des crédits de formation, eh ben, tu peux les utiliser pour ça. Si la vidéo elle t'a plu, pense à mettre le pouce bleu, à t'abonner et à liker. C'est ultra important pour le développement de la chaîne. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires ou si tu as des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et on se revoit bientôt. Allez, topette!